Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Finalement, on a commencé cette table ronde un petit peu avant, même en parlant de déshumanisation, d'esclavage avec la GPA et qui va toujours plus loin, enfin les propositions de GPA qui vont toujours plus loin. Eh bien, cette déshumanisation, cette mécanisation des esprits, de notre mode de vie est un phénomène qui s'élargit, qui s'amplifie et la justice n'y échappe pas malheureusement, le droit n'y échappe pas. Alors on peut parler du manque de moyens alloués à la profession, hein. Je rappelle qu'il y a eu le 23 novembre 2021 3000 magistrats et greffiers qui ont lancé une tribune au monde pour dénoncer ces conditions de travail qui devenaient inhumaines et donc par là un risque également de mal gérer leurs affaires. Mais il n'y a pas que ça, il y a la multiplication des normes, l'infantilisation du citoyen, on l'a vu notamment pendant la période du Covid et parfois même le citoyen qui s'infantilise lui-même à sa propre demande. Et puis la suppression des jurys populaires, donc on supprime toujours un petit peu plus, l'intelligence humaine, cette suppression voulue par Éric Dupond-Moretti, notre ministre, dans sa réforme de la justice. Enfin, autant d'addiction, on va dire, à des normes toujours plus décalées par rapport à notre réalité. Eh bien, c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi? Et surtout, comment s'en sortir? Eh bien, c'est le sujet du jour avec l'avocate Maître Maude Coudray. Merci d'être avec nous. Merci Clémence Oudiakova. Et bonjour à vous. Parlez bien dans le micro, voilà, vous pouvez le redresser. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Et c'est vous qui nous avez donné le sujet de cette table ronde avec votre nouveau livre, Réhumaniser le droit, un livre qu'on peut trouver sur Amazon. Réhumaniser le droit. Je vais citer un extrait de votre livre dans quelques instants. Nous sommes également avec Alexandre Cugnache. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes également avocat au barreau de Paris. Bonjour, et auteur des chroniques étymologiques sur notre matinale Ligne droite tous les jeudis. Alors, réhumaniser le droit, vous vous posez la question, Maude Coudray, dans votre livre et en introduction. Ces dernières années, le droit est devenu une sorte de monstre dévitalisé. Pourtant, le droit est la vie même, puisqu'il sert à organiser l'existence en société. Alors comment en sommes-nous arrivés là? J'ai cité quelques exemples. Et comment retrouver l'humanité du droit? Peut-on d'ailleurs vraiment échapper à l'humanité du droit? Alors on a l'impression que, en tout cas cette dernière question, oui, on a l'impression qu'on a pu échapper un temps à l'humanité du droit. En tout cas, on est vraiment dans ce processus aujourd'hui. Maude Coudray, que vous décrivez très bien dans votre livre, et vous citez pas mal d'exemples, vous allez, je pense, en redonner. Mais vous dites finalement, c'est un peu comme le refoulé chez Freud, l'humanité reviendra. Voilà. Revient, mais d'une façon peut-être plus violente. Et donc, il vaut mieux l'accepter tout de suite et la réintégrer. En réalité, c'est une illusion de penser qu'on peut être face à un droit robotisé, dématérialisé, qui est comme une espèce de machine froide et implacable et neutre, comme on essaye de nous le faire croire. Puisque on a, à cause de cette vision justement technocratique, tout un retour de l'émotionnel, de l'irrationnel refoulé, dont on a des exemples tous les jours. Donc c'est complètement contre-productif, si vous voulez. C'est une réalité. Le droit est fait par les humains pour les humains. Ça sera toujours quelque chose de profondément imparfait, mais toujours avec cette omniprésence du mal, de l'imperfection, du conflit qu'il faut apprendre à gérer. Alors, quand vous parlez du droit monstre froid, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques exemples de l'intérieur. Ce qui est assez inquiétant finalement, c'est que ce soit un avocat qui aujourd'hui tire la sonnette d'alarme. Ça veut bien dire que vous, de l'intérieur, vous le sentez, ce monstre froid. Écoutez, c'est très simple. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma carrière d'avocate, il y avait beaucoup plus d'audience, notamment en droit de la famille. Moi, j'exerce, comme vous l'avez rappelé, exclusivement en droit de la famille. Et les juges écoutaient les justiciables beaucoup plus, puisque la procédure était faite ainsi, et de plus en plus, on va vers la suppression de l'oralité. Or, comment faire passer l'aspect humain par le biais de la simple écriture, des simples messages dématérialisés, c'est évidemment impossible. Seule l'oralité et la présence du visage, c'est Lévinas qui disait à quel point le visage de l'autre en face de moi m'interpelle et me rappelle à ma responsabilité éthique, mais l'écrit c'est froid, ça ne véhicule pas l'émotion, l'affect, la réalité humaine, et donc il y a tout un mouvement d'organisation de visioconférence, ça c'est plutôt en
en matière pénale. On a même pu organiser des audiences, bon c'est exceptionnel, mais en se trompant sur la personne du prévenu qu'on avait en face. Ah oui. Voilà, parce que la technique, si vous voulez, ne permet pas de s'assurer de la réalité, tout simplement, d'une manière générale, de la personne qu'on a en face d'elle, de soi et de toute, je dirais, l'amplitude humaine de chaque situation. L'écrit, c'est conceptuel, c'est quelque chose de froid et d'intellectuel. Et au-delà de l'écrit et du physique, qui est un élément très important, je pense, de ce que vous décrivez, il y a aussi la multiplication des normes de gestion, finalement, plutôt que de règles de bon sens qui sont censées seulement nous donner des directions. C'est-à-dire que on a cette espèce de fantasme que le droit peut se passer de l'être humain. Et c'est en ça qu'il faut le réhumaniser, puisque c'est impossible d'avoir une règle et qu'elle ne soit pas appliquée par un être humain, déjà conçue par un être humain, avec tout ce que ça implique d'imperfection, mais aussi d'adaptation. Il faut qu'elle soit forcément appliquée par un juge au cas concret, puisque la règle est toujours abstraite. Il y a toujours, sinon ça n'est pas une règle, c'est un cas particulier. Donc pour qu'il y ait de la règle, il faut qu'il y ait de l'abstraction, mais pour qu'ensuite elle soit appliquée à la vie, il faut forcément une intelligence humaine. Et quand on nous dit que le robot des logiciels pourrait remplacer les juges, c'est complètement faux. J'explique très précisément pourquoi dans mon livre, mais tout simplement parce que il y a toujours à chaque, ne serait-ce qu'au début du raisonnement, des choix à opérer. Qu'est-ce qui fait qu'on va appliquer telle règle? Pourquoi elle va être adaptée à telle personne? On ne peut pas, c'est un fantasme pur de penser qu'on peut se passer d'une personne qui va l'appliquer. Et aussi un fantasme de penser qu'on peut se passer de la sensibilité. La règle de droit, on a l'impression que c'est un tabou absolu, et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre. Une des raisons, c'est qu'il y a un malaise par rapport à l'émotion. On a l'impression que le juriste et les juristes participent à ce discours-là. On ne doit pas être dans l'émotionnel. Et on a l'impression que c'est un tabou, c'est un vilain mot, l'émotion, parce qu'on n'est pas habitué à l'accueillir, à la gérer de manière adaptée. Mais l'émotion, ça n'est pas l'ennemi de la règle. Qu'est-ce qui fait qu'un juge va pouvoir bien appliquer la règle ? C'est que c'est à la fois un bon technicien, quelqu'un qui connaît les règles, qui connaît le droit, évidemment, quelqu'un de compétent. Et je le dis, il y a de très bons juges qui sont capables, et c'est ça aussi que j'ai envie de dire, il est possible de concilier la technique juridique et l'humanité. Et qu'est-ce qui va faire que le juge va être capable de bien appliquer la règle dans le respect du droit, mais aussi de la réalité de la situation à laquelle elle va s'appliquer? C'est aussi une part de sensibilité. Et oui, le droit est capable, et c'est sa vocation première, de concilier les deux. Et on veut nous faire croire qu'il ne faudrait pas du tout être dans l'émotionnel. C'est complètement faux. Oui, puis d'ailleurs cette émotion qui est particulièrement présente dans les jurys populaires et les cours d'assises et jurys populaires qu'on tente aujourd'hui de détruire. On voit bien la tendance générale. Maître Cugnache, est-ce que à ce sujet, vous êtes d'accord que finalement l'émotion fait aussi partie du jeu du droit ? Oui, bien sûr, mais alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est très intéressant, mais je voudrais revenir sur le titre même de l'ouvrage de mon confrère, Réhumaniser le droit. Il me semble que c'est vraiment indispensable parce qu'il faut rappeler que le droit, c'est vraiment la matière humaine par excellence. Je voudrais rappeler Aristote, l'homme est un animal politique, un zoon politikon, ça veut dire que la nature de l'homme, c'est de vivre en cité et donc de vivre selon des règles communes. Mais ces règles communes, elles n'ont pas le but d'être de pures règles parfaitement abstraites, mais simplement de nous orienter vers le juste, vers la vérité, vers la justice, qui est de rendre à chacun son dû. Ça, on l'a oublié. On pense le droit comme une pure technique qui devrait dire des règles abstraites, alors qu'on oublie que la technique juridique, la technique du droit, c'est la recherche de la justice. Et on a oublié ce paramètre central qui est lié à notre nature profonde, parce que je vous rappelle que la ligne de démarcation entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme, comme disait Solzhenitsyn, je crois, et que la règle de droit, elle est là pour ça, pour encadrer notre appétence pour le mal. J'ai l'impression que le droit moderne a oublié la nature politique de l'homme et sa nature fondamentalement touchée, chutée, quoi. Et on en a fait un pur objet d'étude froid et monstrueux, comme si on pouvait prendre le droit comme un objet à part et qui n'avait pas d'impact sur la vie réelle et notamment sur la vie de la cité.
C'est très intéressant, le mal. Alors, on va revenir sur le mal et sur le droit déshumanisé dans quelques instants. Il est 8h pile sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. La table ronde. Le droit déshumanisé, il faut réhumaniser ce droit. C'est le cri que lance Maud Coudray dans son livre que l'on peut trouver sur Amazon, donc qui porte ce titre-là, réhumaniser le droit. Alors, on a commencé déjà cette discussion avec donc Maud Coudray et Alexandre Cugnache, également avocat au barreau de Paris. Et finalement, on arrivait à une question que je me pose moi-même. Le droit doit-il avoir des notions morales? On parlait du bien et du mal, d'une machine désincarnée. Est-ce que finalement, la machine désincarnée ne nous protège pas également d'un droit moralisateur? Alors, mon confrère Alexandre Cugnache a prononcé un mot très important, celui du mal, et je dirais aussi de la souffrance. Et on a beaucoup de mal aujourd'hui, précisément, à reconnaître la présence du mal, à reconnaître la possibilité d'une discrimination entre le bien et le mal, et c'est pourtant à la source même de ce qu'est le droit. Le droit, c'est ce qui redresse, ce qui fait le partage entre le bien et le mal. Alors, on est dans une civilisation relativiste, mais il demeure impossible de se départir complètement de l'idée de frontières, de limites. Et la règle elle-même est là pour faire un départage. Donc, on appelle ça l'éthique, la morale. Il y a de multiples manières de le nommer, mais je ne crois pas qu'on puisse dépasser cette structure du bien et du mal. Mais vous considérez aujourd'hui, puisque vous dites on est dans une société relativiste, que justement c'est quelque chose qui est perdu aujourd'hui, ces notions-là, ces grandes notions-là fondamentales dans notre droit? Je pense qu'on est très mal à l'aise et ça crée un chaos parce qu'on n'est plus en mesure d'y réfléchir. Parce que idéologiquement, on a sapé ce rapport-là à la limite. Donc on est dans le fantasme d'une liberté toute puissante qui s'incarnerait à travers une technique juridique qui aurait le moyen de changer notre réalité. Et ça se voit en droit de la famille. Vous en avez parlé avant avec Ludivine de la Rochère. On a ce fantasme-là et on pense qu'on va pouvoir... et vraiment, je reviens à cette notion, supprimer la souffrance, parce qu'en fait, la technique, le fantasme de l'homme démiurge, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de philosophes en ont parlé, c'est de penser qu'on va pouvoir s'exonérer de la souffrance, de l'imperfection, et le droit est dans ce fantasme de penser qu'on va pouvoir modeler la société. C'est d'ailleurs, ce sont toutes les grandes utopies, et moi je ne propose pas une utopie, je propose, dans la tradition d'un de mes maîtres, Michel Maffezoli, une description du réel. Qu'est-ce que le réel ? Le réel, c'est cette imperfection, et je dis en fait, on ne peut pas s'exonérer de cet effort quotidien, si on veut incarner le droit, vivre le droit, cet effort quotidien, humble, de chercher une conciliation entre le bien et le mal, les forces de cohésion et les forces de destruction. Le mal existe, on ne peut pas faire comme si tout se valait. Et c'est un effort, c'est plus qu'un savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... j'ai envie de prononcer le mot tabou de vertu, mais en fait, on revient à la vertu des antiques, c'est-à-dire le droit, c'est la recherche d'une conciliation, c'est la recherche d'un juste milieu. Mais j'aimerais savoir, est-ce que l'un ou l'autre, vous avez, Maître Cugnache, Maître Coudray, des exemples concrets de ce droit aujourd'hui qui ne saurait plus faire la distinction entre le bien et le mal? Est-ce que vous avez des exemples, Maître Cugnache? Alors, le problème, c'est que ce n'est plus que ça. Mon confrère parlait de liberté toute puissante, de démiurge, ce sont des termes vraiment excellents, parce que c'est l'ensemble du droit qui se voit comme devant répondre à chaque fois à des problèmes particuliers au lieu de respecter sa nature qui est de tendre vers le juste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le législateur va vouloir sur tel ou tel point prendre une telle ou telle décision pour répondre à un problème particulier. Ce n'est pas ça l'objet du droit. L'objet du droit, c'est d'organiser la cité de telle sorte que l'on puisse tendre vers le juste. Encore une fois, moi, je ne pense pas du tout que l'homme puisse atteindre la perfection, ou alors à titre individuel, et c'est rare. Mais voilà, dans le cadre de la cité, comment pense-t-on le droit
pour qu'il nous emmène de plus en plus vers la justice. Et je tiens vraiment à faire ce point. Il faut distinguer la justice du droit tel qu'on l'entend. C'est le vieux problème d'Antigone. Antigone désobéit à Créon parce qu'elle veut offrir une sépulture à son frère. Et pour autant, elle se met en infraction par rapport au droit positif. Oui. Toute la question est là. Est-ce que c'est la règle qui était injuste ? Est-ce que c'est Antigone qui a raison ou est-ce que c'est Créon qui a raison de faire respecter le droit ? D'une certaine manière, chaque position peut se défendre. Mais simplement, on voit bien là qu'il y a une contradiction centrale. Et notre droit contemporain n'est que ça. Il ne veut que répondre à des situations bien particulières et se fait par là démiurge parce qu'il prétend, et j'aime beaucoup ce mot qui a été employé par mon confrère, parce qu'il prétend tout résoudre de par lui-même, alors qu'il oublie sa matière première qui est l'être humain. Oui, vous aussi d'ailleurs dans votre livre, vous opérez cette distinction avec le droit positif. Oui, tout à fait. Alors, sur le problème de la discrimination entre le bien et le mal, je pourrais dire que le droit de la famille en est l'illustration par excellence. Et là aussi, on revient à votre intervention précédente, on a cette vision du désir tout-puissant, notamment, par exemple, d'avoir un enfant, qui arrive à l'emporter sur l'objectif sacro-saint d'intérêt supérieur de l'enfant. On a un conflit entre cette volonté d'assouvir son désir, d'être libre au-delà des contraintes posées par la nature. Donc c'est une des illustrations. D'accord. Alors finalement aujourd'hui vous proposez quand même dans votre livre, puisqu'on va essayer d'être un petit peu positif, pas droit positif mais tout simplement positif, de trouver des solutions à cette déshumanisation du droit que nous avons dont nous avons déjà un petit peu dressé le constat. Finalement quelles seraient les solutions aujourd'hui pour reprendre, vous dites de toute façon, alors ça c'est intéressant également, vous dites de toute façon l'humain finalement nous rattrape. Alors aujourd'hui par la violence, ça c'est déjà intéressant, vous pouvez nous expliquer ça ? Mais on a pensé par exemple rationaliser la fonction d'imposer le droit. Et on se rend compte que la violence n'a jamais été aussi présente, alors qu'on a une société qui dispose de moyens techniques pour gérer la violence. C'est bien la preuve qu'il y a un retour du refoulé. On est face à des zones de non-droit, on est face au terrorisme, on est face à des manifestations qui dégénèrent. On est face, donc on a pensé qu'on allait réguler l'être humain avec des systèmes de surveillance et une police qui se voit imposer des règles de gestion et d'efficacité. Et en réalité, on voit que c'est hors de contrôle. C'est un simple constat. Et je rajouterais, parce que en effet, vous parlez de ça, vous parlez du djihadisme, etc., comme une forme de retour du refoulé, de retour de l'humain. Je vous fais une proposition, c'est de rajouter également, dans ce retour du refoulé, toutes ces personnes qui sont en burn-out et en dépression, parce que le système, justement, juridique et puis finalement philosophique dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'est plus humain. Oui. Et c'est une autre façon d'échapper à la réalité. Mais vous parlez de burn-out et je dirais, moi j'ai envie de deux choses avec ce livre, c'est de témoigner de la part de souffrance que peuvent avoir les justiciables face à l'expérience de la justice, les citoyens face à l'expérience du droit, mais même les professionnels eux-mêmes. Et il y a un vrai tabou. Et vous parlez de burn-out, mais par exemple, il y a de nombreux avocats qui sont en burn-out parce que les conditions de leur exercice sont inhumaines et leur imposent des conditions inhumaines. Donc on est quelques-uns arrivés à, je dirais, à choisir nos conditions de travail, mais vous avez de nombreux avocats qui sont soumis à des règles, à des modes d'organisation qui ne sont pas satisfaisants, comme les magistrats eux-mêmes. Vous avez, c'est quelque chose d'historique, et ça c'est quelque chose de très très positif. Les magistrats qui ont leur devoir de réserve se sont réveillés, et c'était un tabou pour les magistrats que de dire qu'ils souffraient au travail. Donc et ça c'est très étonnant. Pendant des années, les gens ne se sont pas sentis autorisés de témoigner de leur souffrance par rapport à l'expérience du juridique. Qui n'est pas confronté à un juge, à un passage devant la justice pour un divorce, pour un conflit prud'homal. C'est une expérience, je peux en témoigner à travers le vécu de mes clients, qui est extrêmement souffrante la plupart du temps.
et très peu de gens le relayent parce qu'ils ils ne se sentent pas autorisés. Ça me frappe beaucoup parce qu'il y a un discours officiel qui vous dit le droit, c'est normal, quelque part. C'est un monstre froid. Voilà, c'est normal que ce soit comme ça. Donc les citoyens et les justiciables se sentent dépossédés et délégitimés à exprimer leur ressenti. Alors que c'est ce ressenti qui permet de faire évoluer vers le mieux notre système et de l'humaniser. C'est marrant parce que, c'est peut-être pas le mot, on peut finalement faire une comparaison entre les professionnels du droit, vous le disiez, et puis les professionnels, par exemple, de la santé, mais je pensais à ça. qui ont comme dans les hôpitaux, qui ont tiré la sonnette d'alarme également, en disant aujourd'hui, attention, non seulement nous maltraitons les patients, mais nous n'avons plus d'humains et nous-mêmes, nous sommes en train de perdre notre humanité, et ils tirent la sonnette d'alarme. Et finalement, le droit, c'est vrai, on s'y attend moins, c'est pas le soin directement, c'est pas purement physique, et finalement, mais ça revient à ce que vous disiez sur cette matière du droit qui doit être humaine, et on est en train de perdre cette humanité, et donc les justiciables comme les professionnels du droit eux-mêmes tirent cette sonnette d'alarme. Mais ça, c'est toute la problématique de la technique. La technique, c'est quelque chose qui doit être au service de l'humain, et quand l'humain devient au service de la technique, et ça, c'est un phénomène qui est dénoncé par de nombreux philosophes. C'était le thème de ma thèse, la conciliation de la technique juridique et de la justice, et je montrais précisément qu'on tendait à se subordonner et à devenir l'esclave de la technique. Et par exemple, les EHPAD. J'écoutais une de vos émissions récentes sur des personnes qui témoignaient du fait que les règles devenaient asphyxiantes et qu'on avait complètement perdu le soin de l'humain et la finalité humaine. Et, très intéressant, j'entendais quelqu'un qui témoignait du fait que, oui, certes, les règles étaient asphyxiantes, mais là où les personnes étaient de bonne volonté et de bonne foi, ça avait bien fonctionné. Donc en fait, il faut arrêter aussi de véhiculer ce discours selon lequel la règle est toujours responsable. Là, je vous garantis que dans mon expérience, là où les personnes sont de bonne volonté, sont humbles et sont de bonne foi, ça peut très bien se passer. On peut réussir à garder quand même une forme d'humanité malgré tout. Maître Cugnache. Oui, vous avez pris la comparaison avec le système de santé, qui me semble très juste, parce que le but du système de santé, c'est précisément de rendre la santé. Le but de la justice, c'est devrait être de rendre la justice. Et la plupart des justiciables, ce qu'ils veulent en allant devant l'institution judiciaire, c'est qu'on leur rende justice. C'est qu'on dise le vrai de leur situation. Au-delà même des réparations et tout ça, l'essentiel pour la plupart, c'est vraiment que la justice dise non, là vous aviez raison. Et j'ai l'impression que ça a tendance à disparaître parce que les procédures sont beaucoup trop longues, parce qu'on va rentrer justement dans le technicisme, dans le juridisme, et qu'on ne s'attache pas à dire voilà quelle est la situation juste, voilà comment on va redresser votre situation, on va redresser les torts que vous avez subis. Vous savez que j'ai une marotte pour Pascal, et là on en viendra peut-être à la solution. Il disait comme on n'a pas pu faire que le juste fût fort, il a fallu faire que le fort fût juste. Et il me semble que c'est le point central. Aujourd'hui, la justice est comme impuissante. En tout cas, c'est l'apparence qu'elle donne. Or, il y a beaucoup de l'apparence dans la justice. Elle est fondamentale, cette apparence. Et on a l'impression que la justice est impuissante. Et donc, en compensation, on a ce phénomène d'inflation législative, c'est-à-dire qu'on va légiférer sur tout, prendre des arrêts, des édits sur tout, alors que simplement, il faudrait restaurer la puissance publique, que la justice soit exécutée pleinement, que les coupables soient châtiés, que ceux qui ont été lésés soient restaurés dans leurs droits. Vraiment, cette question de la puissance, à mon sens, est centrale, c'est-à-dire de l'effectivité du droit et de la justice. C'est vraiment ça qui disparaît. En tout cas, c'est le sentiment, et là je reviens au mot de mon confrère, que la plupart des justiciables peuvent avoir devant cette machine qui a tendance à s'emballer, non pas de la faute des magistrats, la plupart sont de très bons professionnels, mais alors certes ils manquent de moyens, mais en même temps le droit se complexifie, et à mon sens
ce n'est pas justifié, cette complexification du droit. Alors, on en vient aux propositions de solutions, on va dire assez concrètes. On a bien compris qu'il faut rendre justice, mais c'est un petit peu abstrait. Par où on passe Maud Coudray, c'est également un chapitre de votre livre. Alors, quelles sont les solutions selon vous ? La solution, c'est d'abord une prise de conscience. Je pense que tout passe par l'éducation, la formation. Il faut que les juristes assument leur responsabilité de passeurs. Je trouve qu'en tant que juriste, il faut éviter de parler, que les juristes parlent aux juristes et parler aux citoyens. Et on a vraiment ce rôle de traducteur. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on a tendance soit à trop vulgariser, à tomber dans la démagogie, soit à rester dans un langage ésotérique qui n'est pas compréhensible par les justiciables. Peut-être volontairement d'ailleurs. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, c'est très dommageable. Parce que c'est vrai que le droit est un système complexe. Mais j'ai quand même un exemple à vous donner qui me tient à cœur. Celui de la lutte contre les violences sexuelles, avec le mouvement MeToo. Et je pense que c'est une très bonne illustration de ce que j'essaye de dire dans ce livre. Vous avez, pendant des années, un système qui a été extrêmement froid et bureaucratique, qui était marqué par une grande impunité. C'est-à-dire que, et ça peut continuer encore aujourd'hui, vous aviez des plaintes et elles étaient prises avec beaucoup de négligence, pas d'enquête, classées sans suite. Pourquoi ? Parce que très souvent, c'est difficile, il n'y a pas de preuves. Et puis, il y a ce tabou de la souffrance, je pense. C'est vraiment quelque chose de civilisationnel. Donc, grande froideur, grande désinvolture qui a créé une énorme souffrance de ces victimes dont on sait les ravages que ces agressions causent. Et donc, on est arrivé à l'excès contraire. Retour du refoulé, MeToo, tribunal médiatique, vengeance privée, on déballe le nom des coupables, pas de procès, pas de présomption d'innocence. Cette phrase effroyable, on vous croit, qui est de la démagogie pure parce qu'on ne peut pas si on a un minimum de culture et de sens de responsabilité citoyen, on ne peut pas, dans une société civilisée, fonctionner avec ce mot « on vous croit ». La troisième voie que je propose, ni technocratie, froideur, ni démagogie. La politique du nini. Anarchie, exactement, ni l'un ni l'autre. Bien au contraire, l'idée, c'est de dire... On ne croit pas, on prend en compte. Enfin, on forme les fonctionnaires de police, on engage des poursuites, on n'a pas une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens. C'est ça l'humanité. En fait, et ça vient de quoi ? Ça repose sur de l'humilité, sur de l'effort, sur de la bonne volonté. En fait, on revient à cette idée d'éthique. Il faut être des personnes responsables, se dire, mais il y a une souffrance en face de moi. Le droit, il doit prendre en compte. À quoi sert le droit s'il ne prend pas en compte, s'il n'est pas là pour régler des souffrances humaines ? Et on a l'impression que c'est dégoûtant. La souffrance est dégoûtante, donc on va vous faire croire que tout va se résoudre par magie. Il y a cette espèce d'idéologie du règlement amiable. Moi, je suis formée au processus collaboratif. Je trouve ça extrêmement intéressant. J'en fais. Mais on a, là encore, un excès. L'idée qu'on va nier le conflit. Je reviens à ce que disait mon confrère Maître Cugnache. On nie le mal, donc on nous fait croire que tout va se résoudre par magie. En fait, on veut juste désengorger les tribunaux. Et ça devient, et ça j'en parle beaucoup dans mon livre parce que c'est une des choses qui me choque et qui me fait souffrir pour mes clients, on se retrouve dans des processus extrêmement pervers où ça devient de la manipulation mentale. Et en fait, c'est la partie faible qui en pâtit parce qu'on fait croire qu'il n'y a pas de conflit. Mais le mal existe, les conflits existent. Donc, je dirais que... Et l'injuste existe. Et l'injuste existe. Voilà, je crois qu'en fait, il suffit de voir le réel. En fait, il faut accepter de voir la réalité. Et de poser un curseur aussi. Exactement. Alors, voilà. Et vous me disiez, proposition pratique. Enfin, pour moi, tout vient de la prise de conscience, de la formation, de l'éducation. Parce que ça, c'est la base de tout. Mais par exemple, ne pas supprimer les cours d'assises. J'en parle aussi. Les cours d'assises, avec le jury populaire, c'est l'exemple par excellence de la conciliation entre la technicité des magistrats professionnels et je dirais, le ressenti et l'émotionnel, mais dans le bon sens du terme, de la population. Donc c'est un joyau de notre culture juridique. Et comme tous ces joyaux, on veut les attaquer au marteau-piqueur. Par notre ministre de la Justice. Maître Cugnache, vos pistes pour finir, pour peut-être retrouver certaines voies plus humaines de notre droit. C'est une vaste question. Je vous dis, pour moi, le cœur, c'est l'effectivité et la restauration de la puissance publique. Il faut que le droit soit effectif. Sinon, il
il est fictif, justement, et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc ça veut dire beaucoup de choses. C'est évidemment une question de moyens, mais pas que. Je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. Il y a une vraie question d'éducation. Je pense que ça passera aussi par une simplification. Oui. Par une simplification du droit. Mais je pense même à la fiscalité, qui est une branche du droit. La fiscalité pour être perçue comme plus juste, elle doit être plus simple, elle doit être accessible à la raison de chacun. Il n'y a aucune raison que le droit soit aussi technique, rentre autant dans le détail. On peut arbitrer à partir de principes, le principe de propriété, par exemple, qui est battu en brèche depuis des années maintenant, mais de respect de la vie, du corps humain, etc., de sa non-marchandisation. On peut tirer énormément de principes de ça, sans forcément vouloir codifier n'importe quelle situation particulière. De toute façon, c'est impossible. Voilà. Or, nous, juristes, savons qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais donc, précisément, ne tentons pas une tâche impossible, simplifions, revenons au principe, rendons la justice effective. Alors, je sais que ce ne sont que des mots, mais en réalité, avec quelques moyens de plus, une effectivité des peines dans le cadre du droit pénal, mais aussi une effectivité des jugements. Ah oui. Je pense par exemple que la règle devrait être l'effectivité des jugements en première instance. Il est inadmissible que des justiciables attendent 4, 5, 6 ans pour avoir une décision définitive avec tout l'aléa de l'appel, par exemple. Donc il y a aussi une réflexion à mener sur... Je ne conteste pas la validité des instances d'appel, mais en tout cas qu'on ait une réponse au moins effective dès la première instance, avec des délais normaux. Je ne suis pas pour une justice expéditive où en quelques jours, on a besoin de temps pour débattre, pour analyser les dossiers, c'est évident, mais on n'a pas besoin d'années entières pour des dossiers parfois assez simples. Et puis je vais en rajouter un peut-être, Maître Cugnache, je suis sûr que vous serez d'accord, l'effectivité de la peine également. Puisqu'on voit maintenant que entre la peine décidée et puis l'exécution de la peine, finalement, il y a encore une grande différence et donc une grande souffrance pour les victimes, encore une fois, notamment en droit pénal. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Maître Maude Coudray, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de la famille, des personnes, de leur patrimoine et auteur de ce livre qui était finalement la source de notre réflexion, Réhumaniser le droit, un livre que vous pouvez vous procurer notamment sur Amazon. Merci à vous, Maître Cugnache. On vous retrouve demain pour votre chronique étymologique sur Ligne Droite. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.